Et effectivement, j'ai laissé ma voix dans le Paris-Rouen. C'était le jour où il faisait 35 degrés à Paris, et l'air conditionné devait être à 12 degrés. Donc, s'il y a des services qui réfléchissent à comment m'éliminer sans laisser de traces, vous me prenez en otage dans un wagon où il y a l'air conditionné. Au bout de 2 heures, je suis mort. Je ne supporte pas ce truc. Et puis voilà, donc du coup, je vais pour une fois peut-être parler moins. J'ai quand même mis ma casquette « D'où Jésus ?» parce que je trouvais que c'était un peu de circonstance. Et puis, puisque Liliane nous a demandé le sujet, c'est Philippe qui l'a choisi avec sa sagacité habituelle. Ça sera « Viva la Révolution ». Mais comme effectivement c'est des rendez-vous qui sont réguliers, encore une fois merci de tout cœur à Liliane d'organiser ça, on essaye de suivre un peu l'avancement des choses, et dans un contexte qui, cela ne vous aura pas échappé, est quelque peu frustrant, parce qu'on voit qu'en dépit de toute la peine qu'on se donne, de toutes les paroles qu'on profère, de toutes les actions qu'on cherche à mener, rien n'aboutit de manière significative, et que les psychopathes qui sont aux commandes trouvent encore et encore de nouvelles manières de foutre un bordel, pour parler français, absolument monstrueux, et dans cette configuration où ils ne s'en cachent pas et ils s'en félicitent. Donc je ne sais pas si vous lisez Le Monde, ça vaut plus tellement la peine de lire ça aujourd'hui, si ce n'est que 2 jours après la dissolution, à Oradour-sur-Glane, tiens, un chef d'entreprise a demandé à Emmanuel Macron, ça va, vous n'êtes pas trop contrarié par ce qui se passe, et Macron a eu un grand sourire en disant « Je me sens très bien, je leur ai lancé une grenade dégoupillée dans les pattes et je me réjouis de voir ce que ça va donner. » Et même Le Monde l'a reflété, vous voyez. Donc on est aujourd'hui dans ce niveau de cynisme, de sadisme, mais aussi de renversement des repères, où le fait qu'un soi-disant chef de l'État puisse proférer des paroles pareilles passe comme dans du beurre, n'est pas relevé, et juste comme si ça n'était pas dit. Voilà. Alors, on a évidemment commencé à défricher un peu le terrain avec Philippe avant de venir devant vous, mais il a instantanément pris certaines perspectives qui me paraissent tout à fait judicieuses pour essayer d'évaluer un peu ce moment, et puis comme toujours, donner de l'intelligibilité, parce que c'est ça qui nous permet de rester à flot envers et contre tout, et malgré le côté très frustrant de ce qui se déroule, de ne pas nous laisser décourager, de ne pas devenir amer, etc. etc. Je terminerai cette petite introduction en disant qu'effectivement, mon 2e livre est sorti, qui s'appelle « La fabrication du désastre ». Au fond, une fois qu'on a compris que tout a été fait à l'envers de ce qu'on savait devoir faire, se pose la question, mais pourquoi ? Et grosso modo, il y a 3 hypothèses à disposition. La première, c'est celle de la médiocrité et de la stupidité. C'est l'hypothèse Rocard. Vous savez, il disait, je privilégie toujours la stupidité au complot parce que c'est très compliqué de monter un complot. Et puis on sait que les soi-disant élites aujourd'hui sont assez prodigieusement stupides, d'une manière dont Albert Jacquard nous avait déjà prévenu il y a longtemps, vous vous souvenez, en disant on nomme de préférence des gens conformes qui ne vont jamais s'opposer à rien. Et donc une hypothèse, ça serait juste qu'ils aient complètement foiré d'emblée, et puis qu'ils se soient enfoncés dans le mensonge, comme ils sont incapables de reconnaître leur tort et de corriger le tir, on pourrait même imaginer que ce soit un effet mécanique de la stupidité ambiante. Maintenant, c'est un peu court, parce que pour que les choses aient été faites systématiquement à l'inverse de ce qui était prévu, même dans les plans pandémie, celui de 2019 de l'OMS, qui rappelait que tout ce qu'on a imposé était inutile et à éviter à tout prix, il doit quand même y avoir d'autres motifs. Et donc les 2 autres hypothèses que j'ai creusées, la première, c'est celle qui était développée déjà dans le film Hold Up. Il y avait un hold-up massif à faire sur les finances publiques. Madame Ursula von der Leyen s'en est sortie d'une manière scandaleuse à Bruxelles avant-hier. Elle devrait être en prison avec les fers aux pieds. Et on voit bien que la justice dysfonctionne totalement. Donc le hold-up a bel et bien eu lieu. Mais là encore, est-ce une hypothèse suffisante? La 3e que j'ai investiguée, étant donné qu'il ne cesse de le dire, c'est un des grands motifs de la crise en cours, c'est un complot habituellement. Vous mettez d'accord avec des gens sur quelque chose de pas catholique ou pas honnête ou pas légal, et puis évidemment vous faites tout ce que vous pouvez pour que cela ne se sache pas.
Mais ici, comme le disait Slobodan Despot, c'est pas un complot parce qu'ils disent ouvertement tout ce qu'ils ont à l'esprit. Et donc ils disent qu'ils veulent que la gouvernance mondiale retire la souveraineté au peuple, qu'une petite élite de financiers, d'économistes et de gens choisis, élus comme Klaus Schwab et d'autres, décide pour les populations entières, que la société de surveillance que le Covid a permis d'imposer était une première étape dans ce sens-là. Et donc, la troisième hypothèse que j'investigue, c'est celle d'un coup d'État planétaire. Alors depuis que ce bouquin est sorti et que j'ai notamment requalifié le fait que tant le virus que l'injection sont des armes de guerre, ce qu'on sait aujourd'hui, ça a été mis au point par le département militaire américain, eh bien évidemment que les attaques ont repris de plus belle, mais avec une particularité cette fois-ci, c'est qu'elles ne viennent pas du camp d'en face, elles viennent de notre camp. Et au fond, c'est très logique, parce qu'imaginez qu'il y a un nouvel article du Temps ou de l'Express qui dise « Monsieur Michel a réécrit un bouquin complotiste ». À ce stade, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a plus aucun effet. Par contre, quand des gens de notre bord se mettent à attaquer avec extrêmement de virulence, là c'est susceptible de passer. Mais je vous raconte pas ça ni pour me plaindre, parce que ça fait partie de l'ère du temps, et comme à un moment donné c'était honorable de se faire traiter de complotiste par le plan en face, aujourd'hui c'est honorable de se faire traiter de traître par des gens qui de notre bord n'ont à peu près rien foutu en 4 ans. Voilà, c'est juste une autre sorte de distinction. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est de voir comment cette frustration de ne pas arriver à mettre en échec la dérive, et évidemment que Philippe vous rappellera les études séminales d'Henri Laborie sur ce genre de cas, où quand vous prenez des rats dans une cage qui reçoivent des chocs électriques à répétition et qu'il n'y a aucun moyen de se soustraire à ça, que font les rats? Ils se bouffent le nez. Et donc là, on voit qu'il y a énormément de conflictualité qui monte dans la résistance, qu'elle est aussi nourrie par des processus d'ingénierie sociale. Donc c'est important d'observer tous ces différents paramètres, et puis avec des sujets qui sont amenés les uns après les autres pour s'assurer que les antagonismes sociaux seront les plus virulents possibles. Mais je passe la parole à Maître Philippe. Alors je vais reprendre le premier point sur les hommes politiques qui seraient des incompétents. En fin de compte, il y a une nouvelle gouvernance où il n'y a pas besoin d'être compétent, puisque nos hommes politiques sont choisis par un casting. Donc, comme un film, le metteur en scène invisible, on sait, on va donner un nom, le gouvernement profond, les forces financières, choisissent quelqu'un qui n'est pas forcément compétent, mais qui va avoir une feuille de route. Donc effectivement, ils sont incompétents, mais l'incompétence est dans le plan. Et alors, l'incompétence, c'est bien parce qu'on met tout sur l'incompétence. Macron est incompétent, Darmanin est incompétent, etc. Mais ils ne sont pas incompétents, ça fait partie du plan. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route, ils n'ont qu'à suivre. On voit bien, d'ailleurs, il y a eu l'exemple des camionneurs Trudeau, il était complètement paniqué. On n'a pas des gens qui ont une maîtrise de la situation. Alors, on est dans typiquement des schémas sociologiques où le dominant en France doit avoir fait l'ENA. C'est pour ça qu'on a choisi Macron, on l'a fait arriver jusqu'à l'ENA. Et les gens se disent, bah, il ne peut pas être stupide vu qu'il a fait l'ENA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des signes extérieurs c'est un capital culturel, c'est des signes extérieurs de réussite. Donc, ça fait partie du plan. Donc on est encore dans des vieux schémas où on pense que les hommes politiques sont compétents. Alors ils peuvent être corrompus, mais je dirais ils peuvent être incompétents, choisis pour leur compétence et corrompus. Donc ça permet d'aller dans cette direction. Alors je vais revenir, puisque Maître Jean-Dominique Michel m'a mis sur la piste, les travaux d'Henri Laborie. Alors Henri Laborie, c'était un chirurgien français, il a consacré toute sa vie à une seule question, donc ça fait partie de ces chercheurs qui creusent à même et profond sillon, la réaction physique ou psychologique d'un individu, que ce soit un animal ou un homme, face à un stress. Quelle est la réponse? Et donc il a créé le concept d'inhibition de l'action. C'est-à-dire que la meilleure façon de le présenter, c'est une cage avec 2 compartiments, l'un à gauche, l'un à droite, une porte au milieu, ouverte ou fermée, et on met à l'intérieur du compartiment de gauche un animal de laboratoire. On va choisir une petite souris blanche, c'est plus sympathique. La petite souris est convenablement hydratée, nourrie, elle est même caressée par l'animalier, mais il y a un mais.
7 minutes par jour pendant 7 jours, elle reçoit des décharges électriques non mortelles mais douloureuses. Donc la première décharge est une surprise et la petite souris redoute de revivre la douleur qu'elle a vécue la première fois. Et donc on constate qu'elle est dépressive, elle est dans un coin du compartiment. Au bout de 7 jours, elle a une hypertension, elle a 20 en hypertension, elle a des troubles intestinaux et si la situation se prolonge, on constate qu'elle peut développer 2 familles de maladies, les maladies cardiovasculaires. Ça peut aller de l'infarctus jusqu'aux maladies auto-immunes, une modification qualitative de la défense immunitaire qui ne fait plus la distinction entre le soi et le non-soi, et des problèmes liés à la baisse de la défense immunitaire, une immunodépression. Alors, si la porte est ouverte et que la petite souris peut passer dans le compartiment de droite, elle a fait non pas une inhibition de l'action comme c'est le cas dans la première situation, elle était plutôt en inhibition de l'action. Là, elle a agi, elle est en activation de l'action. Et si on ferme la porte et qu'on met 2 souris, les 2 souris reçoivent de toute évidence les mêmes décharges électriques, mais il y en a une qui échappe à l'inhibition de l'action, c'est la souris dominante qui va décharger son agressivité sur la souris dominée. Donc la souris dominée, elle est à la fois soumise à l'inhibition de l'action, comme la souris dominante, mais elle ne peut pas agir puisqu'elle est coincée et elle reçoit l'agressivité de la première souris. Alors ce qui est intéressant, c'est que si la porte est fermée, on fait tourner une petite roue. La petite roue qui va tourner va résoudre en rien l'inhibition de l'action et la souris recevra bien les décharges électriques, mais elle a pu agir. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on fait subir à la petite souris un électrochoc convulsivant avec perte de mémoire, la petite souris ne va pas mémoriser la première situation. Donc de tout ça, on en déduit qu'un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Et dans la situation où on est, beaucoup de gens qui sont dans la résistance sont en inhibition de l'action. Donc en inhibition de l'action, il y a 2 options possibles, soit l'agressivité, soit la fuite. Comme on ne peut pas fuir, c'est l'agressivité. Donc dans la première situation, la petite souris, elle a déchargé contre elle une agressivité, c'est ce qu'on pourrait appeler une agressivité endogène. Et lorsqu'il y a 2 souris qui en a une dominante, la souris dominante a déchargé une agressivité exogène. Donc, plutôt que dire cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est j'agis donc je suis. Donc on est dans une situation où la durée des hostilités entraîne une sorte de réaction pour que l'individu puisse se sauver physiologiquement. Alors, dans le monde animalier, il y a 2 options, la fuite ou l'agressivité, contre soi ou contre l'autre. Et chez l'être humain, il y a aussi la fuite dans les névroses, les psychoses, l'imaginaire, la créativité. Donc on a actuellement des sortes de bouffées délirantes, vous voyez, qui viennent du fait que c'est une sauvegarde verticale. Et donc la petite roue qui tourne, faut toujours qu'on ait la possibilité d'avoir une action, même si elle n'a pas d'action immédiate, mais il faut vraiment qu'on ne soit pas dans l'inhibition. Et je pense qu'un des plans, on en parlait avec Jean-Dominique, c'est délivré par une scène qui m'avait marqué. On est au moment des entretiens du Bilderberg. Donc il y a des altermondialistes suédois qui prennent à partie un Rothschild. Donc on a vraiment une caricature de la famille Rothschild, smoking, non papillon. C'est vrai qu'ils sont en train de fêter, voilà. Et les militants sont très très agressifs. Ton nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, etc. Il les écoute poliment et à un moment donné, il fait « et ». C'est tout. En gros, « et ». Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment le point de l'inhibition de l'action. Donc c'est à nous de sortir de l'inhibition de l'action. Donc chacun trouvera sa stratégie pour sortir de l'inhibition de l'action. L'action est vraiment nécessaire. Une action spirituelle, c'est une action. Ça nous sort de l'inhibition de l'action. Sinon, effectivement, il y a des mécanismes qui se font, qui sont de l'ordre de la psychopathologie propre aux stratégies de groupe. Et donc, on peut avoir dans un camp des dissensions, etc. Et surtout, il faut avoir cause commune. Donc, il faut qu'on trouve vraiment un objectif collectif qui est quel monde voulons-nous ? Et donc, on est obligé d'être sur les 2 fronts, c'est-à-dire, évidemment, être vigilant sur ce qui se met en place, mais aussi vraiment envisager un monde à venir.
Et c'est déjà un pas dans l'inhibition de l'action. Parce que le pire pour un individu, c'est quand il est dans l'inhibition de l'action. Et c'est aussi des mécanismes en anthropologie. Le pire pour un membre d'une société traditionnelle, c'est d'être exclu du groupe. Donc quand on exclut quelqu'un du groupe des complotistes, parce que s'il aurait trahi je ne sais quoi, c'est une façon de le bannir et donc de lui faire subir la pire des punitions. Donc c'est à nous de ne pas sombrer dans l'ultra-division. Donc c'est à nous d'être vigilants. Alors dans les nouvelles formes de gouvernance, on a à la fois le parti qui a on contrôle le parti qui a le pouvoir et l'opposition aussi. Voilà. On est en France, je pense, dans une sorte de parti unique. Et donc il ne faut pas oublier que sous Mao Tse-tung, il y avait plein de partis, je crois qu'il y en avait une dizaine, mais en fin de compte, c'était des oppositions contrôlées. Le but, c'est de fragmenter, de diviser. Donc, et puis la question qu'il faudrait se poser, comment on peut être sûr que les élections se déroulent sans qu'il y ait interférence? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y avait une phrase clé de Staline qui disait « L'important dans un vote, c'est celui qui dépouille le vote ». Donc, alors, évidemment, ça nous pousse à réfléchir, puisque c'est quoi une révolution? Étymologiquement, ça veut dire la roue qui tourne. Alors, j'avais cherché des définitions des révolutions, j'ai lu évidemment Hannah Arendt, Hegel, etc. Et alors, à ma grande surprise, la meilleure définition de la révolution classique, telle qu'on les a connues, elle se trouve chez Marcel Pagnol, un écrivain provincial. Le jeune Pagnol demande à son père, « Dis papa, c'est quoi la révolution ?» Et le père répond au jeune Pagnol, et étymologiquement, ça veut dire une roue qui tourne. Il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue de l'histoire un demi-tour. Mais quand ils auront la tête en haut, d'autres qui, comme eux avant, ont la tête en bas, voudront leur place. Et donc de tête en bas, tête en haut, de demi-tour en demi-tour, la roue de la révolution avance. Alors, une révolution, il faut déjà, et peut-être qu'on a un atout dans cette période, faire une révolution intérieure avant de faire une révolution extérieure. Vous voyez, souvent, la révolution, on sait très bien que la situation a été bloquée. Quand on regarde, la noblesse avait le capital terrien, donc il y avait une classe, les artisans qui sont devenus les bourgeois, étymologiquement qui vivaient dans un bourg et qui ne travaillaient pas de leurs mains, ne pouvaient pas avoir accès au capital terrien. Donc ils ont développé l'industrie, mais comme la classe aristocratique les gênait, ils leur ont coupé la tête. Donc effectivement, la révolution nous a fait croire que c'est le peuple qui l'a orchestré, ça a été un mouvement, mais c'était planifié depuis longtemps. Voilà. Donc, à partir du moment où on n'a pas changé l'intérieur d'une population, le fait de changer les structures économiques, macroscopiques, entraîne peu de changements, puisque finalement, à la révolution de 17, les gens ont continué à se comporter comme des moudjiks. Regardez la Chine, etc. Donc, on est devant la nécessité de faire une analyse de la situation actuelle. Et je pense que pour une fois, le fait que la révolution n'ait pas éclaté tout de suite, ça a permis de maturer intérieurement, de façon à ce qu'on ne replonge pas dans les mêmes travers. Et à nouveau, ceux qui veulent avoir la tête en haut font faire à la roue de l'histoire un demi-tour. Finalement, ce qu'on est en train de vivre, c'était les slogans qu'on trouvait en 68. Il y a eu un certain nombre d'intellectuels qui ont réfléchi sur c'est quoi une révolution. Et François Voile disait « démythologie, déstructurer, décomposer le fonctionnement réel de nos pensées pour en faire sortir de nouvelles visions et de nouveaux éclairages ». Donc on est en train de maturer. Je trouve à la fois effrayant et fascinant de voir les soubassements d'une société. Une société, c'est... faut regarder que beaucoup de gens sont des individus qui vont imiter. Il y a une loi due à Gabriel Tardet qu'il appelle la loi de l'imitation, et je trouve que c'est une loi importante. Il dit « Le concept d'imitation est un processus fondamental dans la réalité sociale. Il montre son caractère dynamique et sélectif
qui transforme l'individuel en social. Il n'y a pas d'individu, il n'y a que des groupes. Et souvent, c'est la loi d'imitation qui se met en place. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait savoir. Nous sommes des mammifères. On a besoin d'un dominant. Et donc, si on ne comprend pas cette dimension, on peut être complètement entraîné. Donc, déjà, revenir à ce qu'on pourrait appeler l'éthologie. L'éthologie humaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours soumis à cette loi. Mais dans notre monde, à nous, un dominant, c'est pas comme un animal, prenez une horde de loups, quelqu'un qui a une force physique, c'est quelqu'un qui impressionne par ses diplômes, quelqu'un qui a été sélectionné. Et donc, le problème s'est posé, alors c'est tous les travaux de Pierre Bourdieu, sur la démocratisation du savoir. Alors on a créé les grandes écoles pour justifier que le dominant soit dominant. Et donc vous comprenez que c'est une sélection qui permet à une même classe sociale de pouvoir accéder à ces stades de dirigeants. On a l'impression que les gens sont peut-être tombés dans une sorte de chantage. En gros, si tu veux pas le Rassemblement national, vote Macron ou vote l'Union de la gauche. Mais si effectivement il y avait un parti unique, vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut revenir à la base. Quand vous voyez l'Europe, son fonctionnement, comment on peut mettre en avant qu'on va lutter contre l'immigration alors qu'il y a des traités qui s'opposent justement à cette lutte. Donc c'est un peu là où je pense qu'il faut avoir une certaine maturité et ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Moi, quand j'ai vu notre cher président dire « Mon ennemi, mon seul ennemi, celui que je combattrai toujours, c'est le Rassemblement national », c'est évident qu'il y a une telle charge émotionnelle contre notre cher président qu'on veut le sanctionner. Donc on amène tout de suite les gens à voter pour le Rassemblement national pour le sanctionner. Puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le plan final, c'est l'intégration parce que c'était une élection européenne qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on passe d'une politique européenne à une politique nationale. Et on sait très bien que le rêve de nos chers eurocrates, c'est de faire en sorte que les pays membres de la Commission européenne fusionnent dans un tout. C'est-à-dire fusionnent dans une Europe et qu'il n'y ait plus de souveraineté. Que le pays devienne, la France devienne une région de l'Europe. Donc à ce moment-là, vous n'aurez plus à vous déplacer pour voter, puisque comme notre chère présidente von der Leyen, le peuple ne votera pas pour ses représentants au niveau européen. Donc ce qui m'a fait un peu sourire aussi, c'est le slogan, je ne sais pas comment le prendre, du Rassemblement national, l'Europe sans eux. Mais qui est eux ? Est-ce que l'Europe sans le Rassemblement national, l'Europe sans les autres partis, ça veut dire quoi ? C'était Jacques Ellul qui distinguait le révolutionnaire, le révolté et le rebelle. Le révolutionnaire, il y a une pensée groupale. D'ailleurs, quand vous regardez, jusqu'à présent, les révolutions ont renforcé la structure pyramidale. La révolution a encore plus renforcé la structure pyramidale. Le révolté, lui, il ne veut plus souffrir. Le monde dans lequel il vit ne lui plaît pas. Donc, il est dans l'interrogation « je veux que ça cesse, je veux que ça cesse ». Donc, il n'a pas cette espèce d'anticipation, de structuration comme on a vu dans les révolutions. Et le rebelle, c'est un principe de résistance. On devrait tous être des rebelles. Le rebelle, c'est l'artiste. Et Primo Levi se posait la question, c'est quoi un nazi ou un Allemand qui avait sympathisé avec l'idéologie nationale socialiste? Il disait, c'est tout simplement un Allemand qui a perdu son principe de résistance. Donc c'est à nous de retrouver notre principe de résistance. Le révolutionnaire, c'est une pensée groupale, mais il y a peut-être à réfléchir sur le fait qu'on commence à être de l'autre côté de la courbe de la vallée des larmes et on a la chance d'avoir compris les soubassements de la société et donc on ne peut plus basculer dans une révolution qui donnerait l'illusion de changement des outils économiques et macroscopiques sans changement intérieur. Et d'un autre côté, il y a tout à reconstruire. Ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le pouvoir de l'utopie, du rêve, dans le vrai sens. Vous voyez, ce qui a permis à la Russie de pouvoir se reconstruire après un chaos,
c'est le rêve de retrouver la Grande Russie. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a comme rêve en France? Retrouver quoi? La Révolution française? C'est quoi notre rêve? Et vous voyez, c'est un projet collectif qui doit émerger du peuple et non pas des pensées toutes faites. Donc on ne pense pas, on est pensé, on ne rêve pas, on est rêvé. À nous de retrouver notre pensée propre et notre rêve propre. Donc quand on regarde, le totalitarisme a peu évolué. La seule différence, c'est qu'à une époque, il y a eu le fascisme, le totalitarisme, il y avait un culte de la personnalité. Là, on a innové parce qu'on a un personnage, notre cher président, qui attise la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que sous Staline, il y avait le culte de la personnalité. Mais sinon, on n'a pas vraiment évolué. Je crois qu'à la fin de l'ex-URSS, on a proposé une sorte de synthèse entre le capitalisme et le communisme. D'ailleurs, M. Soros a développé le concept de société ouverte en détournant les travaux du philosophe Karl Popper. Et on est rentré dans une espèce de mythe. Ce qu'on regarde, c'est le mythe de la démocratie. Donc on a cru qu'on était en démocratie. Et la grande ruse du pouvoir, c'est de faire croire qu'on peut changer les choses par les voies, on va dire, légales. Est-ce que c'est possible de changer les choses par les voies légales? Voilà, aux États-Unis, vous voyez, on est déjà dans des formes de résistance différentes. On attaque vraiment, on ose dire qu'il y a des irrégularités dans les élections, etc., etc. Donc peut-être qu'on a aussi à changer. Il faut arrêter de penser la politique du XXIe siècle avec les outils du XXe. C'est ce que disait Walter Lippmann, un ingénieur social. Il disait, il suffit de formater les gens. Voilà. Et peut-être là, c'est là où leur système arrive à une limite, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'avec Internet, il y aurait une circulation de l'information. Je pense que tout le monde ici a augmenté sa compréhension de la société, de la politique, etc. Ça a été très bénéfique pour la plupart des gens, parce qu'on a commencé à comprendre le jeu auquel on était soumis. Et ça, c'est vraiment une avancée fondamentale. Sinon, avant, on avait l'impression qu'on jouait à un jeu d'échecs alors qu'on jouait à un parti de poker. Donc, c'est peut-être là la différence, la logique sociale. Et je crois beaucoup au fait que l'être humain, quand on l'amène à comprendre le jeu social, il réagit. Vous voyez ce que je veux dire? Il réagit. Le principe de l'ingénierie sociale, c'est d'avancer lentement, de façon à ce que les gens ne se rendent pas compte. C'est une crise morale et éthique que nous vivons. On voit bien, le but, c'est que si on pervertit la tête, la masse est pervertie. Si la tête est vertueuse, la base est vertueuse. Et c'est ça qu'il faut redonner, ce cercle vertueux entre la base et le pouvoir. Et puis la structure pyramidale, peut-être qu'il faut la penser autrement. En tous les cas, tout est ouvert. Je crois qu'on est en train de faire une vraie tabula rasa à la façon de Descartes dans son discours de la méthode, déconstruire ce qu'on a appris pour pouvoir mieux reconstruire. Merci Philippe. Oui, je crois que tu mets vraiment le doigt sur un motif extrêmement vertigineux pour nous tous, qui est que la vie que nous croyons avoir eue dans le monde que nous avons cru qui était, s'avère être totalement faux. On a vécu dans un mensonge depuis des décennies et des décennies, de bonne foi. Et effectivement, il y a quelque chose de très vertigineux. Alors ça rejoint les neurosciences, parce que accessoirement, on vient de découvrir que notre mémoire est labile et n'arrête pas de créer nos souvenirs, de recréer nos souvenirs. Et en fait, n'importe quel souvenir que vous avez par rapport à n'importe quel événement de votre vie est à moitié faux. Parce qu'à l'événement réel qui s'est produit, se sont surajoutés tout un ensemble d'associations, d'autres moments, de choses que vous avez vues dans des films, de choses qui auraient pu se produire ou non. C'est-à-dire que la mémoire, ça n'est pas une plaque photographique sur laquelle s'inscrivent des informations, c'est un processus dynamique par lequel on se raconte ce que nous avons vécu, et donc n'importe lequel de vos souvenirs est au moins à moitié faux. Avec de surcroît ce côté extraordinairement évanescent de la mémoire. Nous sommes le 30 juin 2024. Souvenez-vous de où vous étiez le 30 juin 2015. Voilà. Et même si vous regardez dans un agenda et que vous découvrez que vous aviez un pique-nique ce jour-là, vous voyez, vous allez associer aux quelques bribes de souvenirs d'autres moments.
tout un ensemble de narrations. Et donc, en réalité, nous n'avons pas eu les vies que nous croyons avoir eues. Et c'est même pire que ça, nous ne sommes pas les personnes que nous croyons être. Parce que en psychologie, l'image de soi est une construction quand même très subjective et arbitraire, et par laquelle nous arrangeons à partir d'éléments concrets les choses d'une manière qui nous permet de faire bonne figure à nos propres yeux. Donc c'est très connu en marketing. Si je vous interroge sur vos habitudes de consommation ou le type de programme de télévision que vous regardez ou les sites que vous allez visiter, vous allez de bonne foi donner une description qui vous paraîtra être sincère, authentique, mais quand on la corrobore, quand on la croise avec des observations objectives, on voit que c'est en grande partie déformé, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus noble de dire « j'ai été voir des programmes historiques de bonne qualité », TPMP, peut-être 10 minutes par mois, mais dans la réalité, ça n'est pas comme ça, et donc nous avons une perception très distordue de nous-mêmes. C'est là, entre autres, où la vie de couple est intéressante. Parce que notre conjoint ou notre conjointe, à bien des égards, a une vision beaucoup plus objective de nous-mêmes, mais à des endroits où ça tente à nous déranger. Donc ça fournit le socle d'un dialogue intéressant. Mais quand même, mesurons, nous ne sommes pas qui nous croyons être, et nous n'avons pas eu les vies que nous croyons avoir eues, mais en plus, l'histoire récente et lointaine ne s'est pas passée comme nous l'avons cru. C'est-à-dire que c'est effectivement une remise en question absolument fondamentale. Et merci Philippe d'avoir apporté toutes ces indications, parce qu'au fond, ce que ça montre, c'est que toute l'histoire politique de ces 50 dernières années a été totalement pipée, de sorte à ce que nous nous retrouvions dans une espèce de dramaturgie préarrangée, qui avait aussi été conçue pour stimuler des affects dans différentes directions, selon notre sensibilité de départ. Alors évidemment, on va tous célébrer ensemble le fait que Julian Assange ait été récemment libéré après des années de torture absolument abjecte, mais souvenons-nous de ce qu'il nous avait dit et de la raison pour laquelle il s'est trouvé traité ainsi, c'est-à-dire qu'il avait mis en lumière le fait que toutes les guerres commises par l'Occident au cours des 50 dernières années, et Dieu sait si elles ont été nombreuses, on a beau se considérer le camp du bien, quand on voit le nombre de conflits agis par la Chine et la Russie en comparaison des États-Unis, bon, il faudrait peut-être revoir un tout petit peu notre idéal de nous-mêmes en la matière. Mais il avait dit qu'aucune de ces guerres n'aurait été possible sans les mensonges des médias, servant à préparer l'opinion publique à accepter des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Et évidemment qu'on vit depuis pas mal d'années la situation en Ukraine, qui est une espèce de cas d'école de ce que je vous indique. Entre le coup d'État de 2014, le fait que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par les Occidentaux qui n'ont jamais eu la moindre intention de les respecter. Vous voyez, imaginez, vous signez un contrat avec n'importe qui et votre vis-à-vis d'emblée signe uniquement pour endormir votre vigilance et croire qu'il va être de bonne foi, alors qu'en fait, il n'a pas la moindre intention dans cette direction. Alors, les États-Unis, c'est pas nouveau, ils ont fait ça avec les Amérindiens depuis le début de la collaboration. Il n'y a pas un putain de traité, excusez mon français, qu'ils aient respecté. Pas un seul. Le seul but était d'obtenir ce qu'ils voulaient, en se sentant totalement affranchis de tout engagement. Et ça, pour ceux qui connaissent la psychologie individuelle, c'est la caractéristique de la perversité. C'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Zelensky, qui était un comique improbable qui jouait du piano avec une certaine partie de son anatomie, était russophone et a été élu par les Ukrainiens pour faire la paix. Il s'était engagé pour lutter contre la corruption. Et puis, tu l'avais rappelé une fois, il y a eu une série télévisée pendant 2 ans avant l'élection présidentielle où il incarnait le président de l'Ukraine. Vertueux. Voilà, vertueux. Et donc, vous voyez, cette espèce de va-et-vient entre la fiction et la réalité, ou plutôt une réalité qui est fictive, qui est fictionnée. Et là, on arrive dans un thème qui est vraiment assez extraordinaire, d'autant plus, et j'ai envie de dire, à la lumière du développement des moyens technologiques. Parce que si, effectivement, on a pu prendre un très sale type financé par la CIA pour devenir un homme politique soi-disant respectable, mais enfin qu'on a quand même diabolisé tout en le présentant comme respectable, pour
certaines finalités obvies. Aujourd'hui, les choses sont énormément compliquées par le fait que le champ de bataille ne sont plus les élections ou les opérations militaires, mais c'est l'esprit de chacun d'entre nous. C'est la fameuse guerre de 5e génération. Donc ça fait des années qu'on s'est aperçu que les mouvements militaires sont trop coûteux, que même les opérations de manipulation comme le terrorisme et autres sont toujours susceptibles de mal tourner, et que le plus efficace, c'est de vous mettre sous hypnose de la croyance en un certain nombre de choses pour que vous soyez en quelque sorte sous contrôle, sans être conscient de l'être, d'une manière qui est totalement prévue à l'avance. Et en fait, cette distorsion que nous avons dans la perception de nous-mêmes est évidemment mise à profit à la lumière du big data et des capacités d'analyse numérique. C'est la fameuse parole de Yuval Harari, on est à câble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais depuis 15 ans, depuis 20 ans, chaque endroit où vous avez été de jour en jour est répertorié dans une mémoire éternelle. Le fameux 30 juin 2015, ils savent exactement où vous avez été de minute en minute tout au long de la journée. Chaque site que vous avez visité, chaque email que vous avez reçu. Gmail est scanné en permanence en fonction de mots-clés par les forces dont il s'agit. Chaque achat que vous avez fait, chaque parole que vous avez dite. Vous savez que ce machin vous espionne en permanence. Alors, il y a des déclinaisons amusantes. Si tout d'un coup, vous dites à votre chérie, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un chat, vous allez avoir plein de publicités pour des litières apparaître sur Facebook. C'est plutôt mignon. Sauf que c'est pas si mignon que ça. Parce qu'ils analysent de jour en jour à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, quand vous faites l'amour. Si les vocalises de madame et de monsieur laissent entendre que les choses se passent plutôt bien, toutes vos habitudes sont screenées en permanence avec un profil individuel qui est fait pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, qui est exploité a priori pour des raisons commerciales, mais étant donné les personnes qui sont derrière la collecte des données, on se doute bien qu'ils ont énormément d'autres intentions à l'esprit. Et c'est un des chapitres du livre que je viens de publier qui traite de ça, et notamment de cette réalité que nous avons vécue pendant le Covid, que par exemple, avec ces systèmes d'écoute qui nous espionnent en permanence, les responsables de l'État profond ont pu évaluer la circulation de certains mots-clés et notamment de certaines objections aux politiques sanitaires en temps réel et s'assurer que ceux qui les énonçaient se trouvaient ralentis, shadowbannés, invisibilisés ou alors stigmatisés. C'est-à-dire qu'il y a eu une criminalisation de la pensée, ça ne vous a pas échappé, qui faisait qu'on n'avait plus le droit d'avoir certaines idées, alors même qu'elles étaient vraies. Et donc, ce sont des stratégies à très très grande échelle qui sont d'autant plus terrifiantes que ce volet d'observation très rigoureuse, vu que eux ne souffrent pas de ce décalage dans la perception. Donc, de ce point de vue, ce que disait Yuval Harari, ils vous connaissent mieux que vous-même, est très très largement vrai. Il y a quand même une partie qui leur échappe, c'est celle de l'âme, qui, elle, n'est pas réductible à de la sémiologie. Mais, j'ai pas envie d'être pessimiste, la part de l'âme, elle n'est pas énorme. Parce que ce sont quand même énormément des êtres de conditionnement et d'habitude. Et puis, le complémentaire de ça, c'est que, étant donné que nous sommes chacun dans une bulle d'information choisie par les algorithmes, il y a également tout un volet qui est la sélection de ce à quoi vous allez être exposé en fonction du profilage dans lequel vous êtes et de la manière de traiter chaque profil. Donc par exemple, si vous allez sur Google, tapez une recherche, 10 personnes parmi nous qui taperont le même mot-clé sur Google recevront une liste différente parce que chaque liste de résultats est prévue pour chacun d'entre nous individuellement en fonction de comment ils nous perçoivent et de comment ils veulent nous faire réagir. Évidemment que pour les Covidés, le truc est assez simple. Il s'agit de les garder dans le cordon sanitaire pour qu'ils ne soient jamais exposés à une idée qui pourrait venir les perturber dans leur vision du monde. Et c'est facile pour nous qui avons beaucoup bougé de nous moquer un peu d'eux en disant « mais qu'est-ce qu'ils sont cons encore 4 ans après, comment c'est possible d'être bêtes à ce point-là ?»
Mais vous voyez, c'est exactement l'équivalent de nous qui avons cru de bonne foi que les choses se sont passées comme ça à un certain moment de l'histoire, alors qu'en fait, les dessous de l'affaire étaient complètement différents. Et tant que vous n'êtes pas confronté à de l'altérité de pensée qui vient secouer votre vision du monde, et c'est toujours coûteux d'avoir sa vision du monde secouée. C'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup sur la base de stéréotypes, c'est très économique. Hein, une fois que vous avez décrypté que toutes les femmes sont un peu chiantes, hein, et que votre compagne vient dans une humeur un peu particulière, vous dites, bah voilà, je sais ce que c'est, je vais laisser passer l'orage, voyez, et on va pas forcément s'intéresser à qu'est-ce qu'elle exprime à ce moment-là. Parce que les stéréotypes simplifient la vision du monde. Pourquoi? Parce que le monde est compliqué, et ça serait très gourmand en énergie neurologique d'être en permanence en train d'essayer de bien comprendre la réalité. Donc on saute aux conclusions en permanence sur la base de certains présupposés. Et pour nous qui sommes dans la résistance, entre guillemets, j'ai envie de dire que la bulle informationnelle dans laquelle nous nous retrouvons enclose a deux caractéristiques. La première, c'est quand même de faire en sorte que nous soyons divertis le plus possible, c'est-à-dire détournés de ce qui compte réellement. Et puis le deuxième élément, c'est de provoquer des émotions particulières, et notamment pour semer le chaos entre nous. Alors je vais vous donner 3 exemples très concrets, parce que moi, ma roue du hamster, c'est l'intelligibilité. Quand je me sens aussi impuissant que c'est le cas depuis 4 ans, qu'est-ce que je fais? J'essaye de comprendre et j'essaye de partager ce que j'ai cru comprendre avec d'autres. C'est comme ça que moi j'entretiens ma santé, et ça me réussit plutôt bien. Et je vais vous donner 3 exemples types. Le premier, Christian Perron s'est fait attaquer très très méchamment récemment, à partir d'une situation qui était un vrai traquenard. Il y a 2 jeunes gens dans l'association Nextdose qui ont fait des recherches avec des microscopes pour essayer de voir s'il y avait des nanotechnologies dans les injections géniques expérimentales. C'est une question évidemment ouverte. On ne sait pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. On sait que ces technologies sont prêtes techniquement. On sait qu'on utilise déjà l'oxyde de graphène dans un ensemble de dispositifs, mais nous n'avons pas de somme de données probantes incontestables à ce stade qui nous laisse penser que ça soit le cas, ou en tout cas pas de manière systématique. Et donc Christian Perron s'est fait sauter dessus à la fin d'une conférence par 2 types sympas, un peu babacool comme ça, qui ont brandi une clé USB en disant « vous devez absolument analyser tout ce qu'il y a dedans ». Et Christian, qui a quand même beaucoup de chats à fouetter, qui a fait un taf énorme au cours des années, qui a vraiment payé de sa personne, voilà, a pas pris ça tellement au sérieux. Les autres experts que j'ai questionnés sur le contenu de cette clé USB m'ont dit, écoute, c'est pas un travail de très bonne qualité, on peut pas vraiment en faire quoi que ce soit. Et puis, pour aller au fond de l'histoire, mais de nouveau, je tiens à être très précis techniquement, c'est-à-dire que ce sont des instruments que les chercheurs n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et après, ils vous disent, il faut au moins 5 à 10 ans d'expérience avec ces instruments pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Mais si en même temps des chercheurs isolés disent, il n'y a que nous qui pouvons comprendre, et tous ceux qui n'ont pas cette pratique-là ne peuvent pas comprendre, vous voyez ce que je veux dire, par définition sur le plan épistémologique, on ne peut pas en tirer quelque chose de concluant. Et ça me frustre autant que vous. Mais donc, voilà, c'est un point d'interrogation. Et depuis, Perron est allumé par un certain nombre de personnes comme traître, comme exemple type d'opposition contrôlée. Il a à l'époque cautionné les 11 vaccins pour les enfants, mais il a dit à plusieurs reprises que s'il devait prendre cette décision aujourd'hui, il s'y opposerait, parce que voilà, comme tous les médecins, il croyait de manière un peu aveugle au dogme vaccinal, il a cheminé entre-temps. Et donc vous avez un type qui, en ce qui me concerne, est un des plus exemplaires que nous ayons eu dans la résistance, qui est d'une bravoure incroyable, qui est d'une honnêteté incroyable, puis vraiment, je veux dire, il a fait le taf, il y est allé, et il se fait démolir par des gens de la résistance qui disent « Regardez, c'est un traître, c'est scandaleux, il a méprisé les chercheurs de Nextdose ». Alors c'est juste que, honnêtement, on ne peut pas, à ce stade, faire quelque chose de cette affaire-là. Deuxième cas de figure, c'est la fameuse sexualité infantile. Alors j'en parle parce que je suis dans l'histoire. Mais donc, il y a des programmes abjects de sexualisation des enfants, c'est-à-dire d'exposition des enfants à des contenus de sexualité adulte qui sont portés par l'OMS, l'Union européenne et nos différents pays au motif de l'éducation sexuelle et de la lutte contre les abus. C'est issu des programmes criminels de Kinsey, c'est quelque chose de terrible
Parce que la règle de base de protection de l'enfant, c'est que vous n'exposez pas les enfants à la sexualité adulte, point barre. Maintenant, ça fait plus d'un siècle que la psychologie a reconnu que la sexualité ne commence pas à la puberté. Il y a dans l'enfance tout un ensemble d'intérêts, de curiosités, de recherches, d'explorations qui font que les enfants ne sont pas des petits angelots chérubins jouant des trompettes, mais sont des petits êtres humains qui se posent plein de questions. Et tant qu'on n'amène pas des contenus de sexualité adulte chez l'enfant, c'est parfaitement OK. Et donc, Freud avait énoncé cette idée de sexualité infantile, mais qui est devenue très mainstream, et qui surtout n'implique rien de graveleux, n'implique pas qu'on peut utiliser les enfants comme partenaires sexuels, c'est juste qu'ils ont leur développement à leur manière, ils ne sont pas asexués jusqu'à la puberté, et à la puberté, bah oui, on devient actif, mais d'ailleurs, en général, il s'écoule plusieurs années entre la puberté et le moment où on devient actif sexuellement, parce que même si biologiquement on est prêt, affectivement, on n'est pas mûr, ça prend encore un peu de temps. Et malheureusement, une des organisations les plus en vue, qui très vite a décrété que eux étaient les seuls vrais protecteurs des enfants et les seuls vrais experts, ont mis dans leur pétition « Il n'y a pas de sexualité avant la puberté ». Donc c'est très compliqué, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est un espèce de diktat qui contredit le dictionnaire. Le dictionnaire dit que la sexualité, c'est ce qui procède du fait d'être sexué. Et avec une confusion redoutable, qui est le fait, en fait, de confondre la sexualité avec le rapport sexuel. Évidemment que les enfants n'ont pas de rapport sexuel, Dieu merci, mais, vous voyez, et ça, en fait, créé une ligne de fracture où tout un ensemble d'oppositions se sont créées, et avec une conclusion redoutable, c'est qu'au fond, alors, j'ai été impliqué, donc je me permets de le partager, mais pas pour, comment dirais-je, soulager ma doléance envers vous. Mais par exemple, il y a des gens qui ont dit « Ouais, quand j'ai lu que ce monsieur Michel prétendait qu'il avait une sexualité infantile, je me suis mis à douter de lui. » Mais c'est pas que monsieur Michel prétend qu'il y a une sexualité infantile, c'est que toute la psychologie voit comme ça depuis un siècle et que ça n'est aucunement problématique. Mais on voit bien, notamment, étant donné la fréquence des abus sexuels, que quelqu'un qui en a souffert, qui ne sait pas que c'est quelque chose qui a sa propre définition, vous lui dites, monsieur Michel ou n'importe qui prétend qu'il y a une sexualité infantile, et je l'entends, je le lis, c'est dégueulasse. Comment est-ce qu'il ose dire une chose pareille ? Et donc, la seule chose sur laquelle on aurait tous dû se mettre d'accord, pas d'intrusion de la sexualité des adultes dans le monde des enfants à aucun prix, sous aucune forme. Et là, tout le monde aurait pu être d'accord. Eh bien, c'est devenu un énorme merdier. Et puisque ce collectif n'a cessé de disqualifier les autres en disant on est les seuls vrais défenseurs de la cause des enfants, eh bien, il n'y a pas eu d'unité et ces programmes sont en train d'être passés. Alors, je ne sais pas quelle est la clé de lecture de ça. Si c'est une opération de noyautage et d'opposition contrôlée, c'est très réussi. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Il suffit de prendre des gens qui, justement, sont polarisés par les bulles informationnelles dans lesquelles ils sont pour se radicaliser sur tel ou tel mot, et on est capable de provoquer ça. Troisième et dernier exemple, l'existence des virus. Tout le monde est en train de se bouffer le nez dans la résistance avec ça, et notamment comme avec l'oxyde de graphène ou comme avec la sexualité infantile, si vous ne reconnaissez pas que les virus n'existent pas, alors vous êtes dans l'opposition contrôlée. Mais là, vous voyez, on est dans des catégories délirantes. Et en fait, ce qu'on voit se reproduire du côté de la résistance, c'est exactement ce qui se passe dans le camp d'en face. Si vous n'êtes pas d'accord que le vaccin sauve des vies, alors à ce moment-là, vous êtes un complotiste. Si vous n'êtes pas d'accord que les virus n'existent pas, vous êtes de l'opposition contrôlée. Et c'est du poison à l'état pur. Alors, le lien, il vient du fait que quand on découvre l'étendue des mensonges dans lesquels on a cru, on ne sait pas où ça s'arrête. Et aujourd'hui, j'entends ça en permanence. Des gens qui disent, mais on est... Bon, moi, je suis même pas sûr que nous ne sommes pas en train de rêver d'avoir une vie terrestre et qu'on s'éveillera dans un autre monde et qu'on se dira, on a rêvé tout ça. Donc, un anthropologue, sur le plan des croyances, il est méga cool.
Mais ça devient périlleux parce qu'au fond, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et ça, c'est la critique souvent que le camp d'en face nous adresse. Les réseaux sociaux, n'importe qui brandit la première idée qui lui passe par l'esprit. Et même si des gens dont c'est le métier ou qui ont une réelle expertise disent « bah non, c'est pas tout à fait comme ça », bah oui, c'est normal, ils défendent le système. Et au fond, ce que ça révèle, c'est l'extraordinaire défaillance de l'épistémologie banale. L'épistémologie, c'est quoi? C'est comment est-ce que je suis raisonnablement convaincu que ce que je sais est vrai. Alors, vous avez des cultures qui ont des systèmes de suffixes langagiers pour expliquer ce qu'on appelle l'évidentialité. Par exemple, une phrase, l'air conditionné fait tomber malade. Eh bien, par exemple, je sais ça parce que ça m'est arrivé. Bon, mais si ça m'arrive à moi, est-ce que ça arrive à tout le monde? Non. Mais j'ai parlé avec plusieurs chauffeurs de taxi à Paris, ils me disaient « Ah, vous voulez l'air conditionné ?» J'ai dit « Non, je préfère pas, ça me fait tomber malade. » Ah, moi aussi. Donc ça arrive à des gens, pas à d'autres. Ok, ça c'est mon expérience. Maintenant, un autre suffixe sera « parce que les ancêtres l'ont dit ». La tradition en atteste et on le sait. Parce que je l'ai rêvé. Joseph est parti en Égypte, d'après les évangiles, parce qu'il l'a rêvé. Donc dans beaucoup de cultures, si vous rêvez quelque chose, c'est une information vue à la télé. Vous vous souvenez de ce truc-là? Si on l'a vu à la télé, c'est que c'est vrai. Bon, il faut réviser un tout petit peu ce genre de truc. Donc, en fait, se pose en permanence la question, ce dont je suis convaincu, d'où est-ce que ça vient et dans quelle mesure est-ce que je peux être raisonnablement sûr que c'est à peu près vrai. Et puis, la clé de toute l'épistémologie, c'est de savoir que n'importe quelle chose dont je peux être convaincu est susceptible d'être démontrée comme étant faux. N'importe quoi. Et ça, c'est même la clé de la démarche scientifique, c'est ce qu'on appelle le principe de réfutabilité. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'au fond, et à des niveaux extrêmes, je ne sais pas si vous connaissez un type qui s'appelle Étienne Klein. C'est un physicien, philosophe des sciences en France. Mais il a dit les pires conneries sur le Covid, mais les pires conneries que même une concierge ayant un peu de bon sens aura dit des choses beaucoup plus intelligentes que ce monsieur. Et il est docteur en physique nucléaire, je crois. Non, il a un doctorat en philosophie des sciences. Non, mais il est aussi physicien. Oui, mais il est ingénieur. Il est ingénieur. D'accord. Alain Aspect, qui est ce génial physicien qui a construit la fameuse expérience pour répondre au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, a traité Raoul de Jarnatan. Aurélien Barraud aussi. Ces gens ne savent pas que la médecine n'est pas une science. Donc, vous voyez, c'est phénoménal, en fait, de voir jusqu'où ça va. Et par rapport à ça, il me semble vraiment que la seule position de repli qui fait sens, c'est à la fois d'entrer dans une humilité. Chacun d'entre nous peut être complètement à côté de la plaque. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de partager nos compréhensions pour voir où elles se rejoignent ou pas, mais aussi d'apprendre à construire des processus de compréhension du monde. Parce que ça ne veut pas dire que tout est égal, que tout est vrai et faux de la même manière. Bien sûr que non. Il y a des champs de connaissances. Mais comment est-ce qu'on acquiert des convictions que quelque chose constitue une hypothèse forte à un moment donné? Alors, je vais repasser la parole à Philippe. Mais avant de le faire, j'aimerais encore souligner cet aspect de dramaturgie à grande échelle. Parce qu'en fait, tout ce qui est en train de se dérouler est comme un film, avec ce fameux motif que j'ai déjà souligné, qui est caché en pleine lumière. Le vrai complot, vous cachez ce que vous êtes en train de faire, mais là, c'est complètement autre chose. Vous le montrez de la manière la plus exhibitionniste possible, mais vous criminalisez la pensée et vous stigmatisez tout ce qui remet en compte le discours officiel, mais d'une manière qui, évidemment, conduit les gens à être complètement en porte-à-faux, parce que les lignes se brouillent en permanence. Alors, je vous donne encore 3 exemples. Le premier, c'est évidemment notre cher ami batracien intergalactique. Il ne faut pas avoir peur. Si c'était un complot, vous choisiriez un chic type, et c'est comme ça que Trudeau et Macron ont trompé leur monde. Jeune type, moderne, ouvert d'esprit, entre la gauche et la droite. On s'est dit, chic, c'est un nouveau sang. Sauf que c'est les pires crapules auxquelles on pouvait penser, mais on ne le savait pas. Mais si vous voulez, vous voyez, enrober la pilule, vous ne choisissez pas Klaus Schwab.
Donc là, vous trouvez le nazi type Barge, le méchant dans James Bond, il dit des horreurs, vous n'auriez plus rien et vous serez heureux, mais si vous le dites, vous vous faites démolir. Vous voyez, c'est juste complètement schizophrène. Et puis l'autre élément, je l'ai beaucoup souligné avec Macron, c'est ces modalités de langage, d'emberlificotage qui sont somptueuses, comme ces faux lapsus. Une fois sur l'Ukraine, il a dit « Je vous rappelle quand même que ça fait des années que je fais tout ce que je peux pour empêcher la paix en Ukraine. » Puis là, évidemment, vous êtes censé comprendre que c'est un lapsus, que ce qu'il veut dire, c'est empêcher la guerre. Mais ce qu'il fait réellement, c'est empêcher la paix. Voyez, et là, vous êtes complètement emberlificoté. Voilà, donc en fait, on est dans des modalités d'ingénierie sociale, parce que tout ça est très pensé, hein, ça ne se fait pas par hasard, tout est scénarisé pratiquement à la virgule près. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie ces forces de révolte, de révolution et de rébellion face à une ingénierie sociale qui n'a jamais atteint un tel degré de maturité et de puissance technologique? C'est là où j'ai très envie d'écouter Philippe. Alors, par rapport à ce qu'a dit Jean-Dominique Michel, Michel Crozier, qui était un spécialiste des organisations, disait « La meilleure façon d'échapper à une dictature, c'est d'être imprévisible. » Voilà. Donc éviter tout ce qui est... Alors on comprend bien pourquoi l'ingénierie sociale a augmenté son action sur les masses, c'est par les réseaux sociaux. L'homme étant par définition un être de communication, on finit par échanger par les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ce qu'on pense, donc il y a des ordinateurs qui tournent et qui analysent une situation, donc qui peuvent changer une stratégie en temps réel. Donc ça faut le savoir. Je pense qu'il y a plus un travail de big data que d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est assez amusant puisque j'ai un ami, Jean-Pierre Petit, qui a testé son modèle Janus. Alors, il a utilisé ChatGPT. Alors, le ChatGPT lui donne plein de compliments. Oui, modèle intéressant qui répond à des énigmes que le modèle standard n'arrive pas à résoudre, mais vous n'êtes pas dans le consensus. Et alors, le consensus, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Une science, quand elle est en panne, elle est consensuelle. C'est parce qu'à un moment donné, il commence à y avoir des contradictions qu'il y a une évolution en science. La phase consensuelle, c'est pas la phase d'aboutissement. C'est quand, à un moment donné, un paradigme qui est forcément limité va être... comment dirais-je, mise en péril. Et ça a toujours été comme ça. La science est faite de polémiques, de controverses, et heureusement d'ailleurs. Ça fait penser à une époque, il y avait cette phrase, d'ailleurs beaucoup utilisée par certains médecins, « si c'était vrai, ça se saurait ». Vous vous rappelez? Voilà. Donc il n'y a plus rien à faire, puisque tout est contenu dans le passé. Si c'était vrai, ça se saurait. Alors déjà, voilà. Et il faut se méfier, parce que la première forme d'adaptation, c'est le langage. Quand on dit, souvent d'ailleurs, vous savez, quand une personne n'a pas d'argument à vous opposer, et vous lui expliquez ce que vous avez compris avec ses limites, elle va vous regarder avec un petit sourire et vous dire, c'est plus subtil que ça. Donc le plus subtil que ça, c'est une façon de surenchérir quand on n'a pas d'argument. Alors, Jean-Dominique a parlé du théorème de réfutabilité qui est dû à Karl Popper. Donc Karl Popper disait une science, quand elle est jamais prise en défaut, par exemple tout est génétique, c'est pas de la science. Il faut qu'à un moment donné, la science puisse avoir des critères de réfutabilité. Ça marche dans certaines conditions, ça marche pas. Si vous dites l'eau bout à haute température, c'est pas scientifique. Si vous commencez à dire elle passe à l'état de vapeur à 100 degrés, vous avez déjà borné la chose. Et puis il y a le fameux théorème de Kurt Gödel qui dit qu'aucun système sémantique, y compris la mathématique, est en mesure de démontrer qu'elle n'a pas de proposition non contradictoire. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a brouillé les pistes. Déjà, il y a une confusion entre le réel et l'imaginaire. Vous voyez, on glisse la vérité dans la fiction. Et donc, si à un moment donné, la réalité rejoint la fiction, on va vous objecter, oui, mais ça, c'est de la science-fiction ou c'est de l'imaginaire. Donc, il y a une confusion. On est rentré dans le monde de la virtualité, l'hyper-virtualité. Alors, le cinéma, c'est une véritable machine géopolitique, hein. Quand vous êtes dans une salle noire avec des grands personnages, vous avez une perméabilité psychologique. Donc vous avez plein de films qui ont ensemencé nos esprits. Et le poète Reinhard Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place ».
Donc on nous a préparé le monde à venir. Si vous pensez à Matrix, si vous pensez à Blade Runner, si vous pensez à tous ces films de science-fiction, ils ont ensemencé dans notre esprit quelque chose. Ils ont fait un pont. C'est ce que les Américains appellent des prophéties auto-réalisées. C'est-à-dire on a été happé par la fiction pour que la fiction nous désensibilise progressivement dans une réalité qui rejoint la fiction. Y compris, d'ailleurs, faut pas les textes prophétiques. Ça fait partie des stratégies de l'ingénierie sociale. C'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, donc ça va arriver, c'est inéluctable. Non, les prophéties sont des potentialités. Le futur est multiple. Évidemment, s'il y a un futur qui est privilégié en masse, il va arriver. Prophétie auto-réalisée. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. Donc, effectivement, on a complètement brouillé les pistes et les gens sont complètement perdus, ils ne savent plus. J'avais été fort impressionné par un documentaire où quelqu'un avait été en Chine et il s'était rendu compte qu'en Chine, actuellement, si vous êtes un esprit libertaire, un esprit génial mais solitaire, vous êtes un ennemi d'État. La vérité, elle est groupale. Vous voyez ce que je veux dire ? Un individu, s'il est seul à dire une vérité, ça reste une vérité. 8 milliards et demi d'individus qui disent un mensonge, ça restera un mensonge. On a introduit progressivement le vrai démocratique. C'est-à-dire il y a un poids qui vient renforcer ce qu'on dit. Et ça, c'est très dangereux parce que vous voyez bien, c'est la masse. C'est ce qu'avait encore perçu Alexis de Tocqueville en son temps. Donc il y a ça. Alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc le consensus, ça c'est vraiment déformer la philosophie des sciences. De même, Karl Popper a écrit un ouvrage remarquable, La société ouverte et ses ennemis, où il montre qu'une société totalitaire, c'est un système isolé, fermé, qui n'échange rien. Et donc si on a une société ouverte, est-ce qu'on est passé du totalitarisme à la démocratie ou on a étendu le totalitarisme à l'ensemble du monde ? Et c'est un peu ce que George Soros propose, c'est-à-dire une société ouverte. Cette notion aussi de la frontière est un ennemi. La vie, elle s'est développée parce que dans une cellule, il y a une membrane qui sépare l'intérieur et l'extérieur. S'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de vie. Donc vous voyez que progressivement, tout ce qui sépare a été considéré comme suspect. Donc la frontière est suspect. Il faut supprimer les frontières, etc. Alors, quand on regarde dans l'histoire de la pensée, il y a un philosophe anglais important qui s'appelle David Hume. Et à un moment donné, il y a eu un concours, comme c'était le cas au XVIIIe siècle. Et la question posée, c'était qu'est-ce qui a fait l'excellence de l'Europe ? Parce qu'avant la Révolution française, l'Europe a excellé, notamment la France, en nombre de découvertes, de brevets, etc. Et il a répondu parce qu'il y a une biodiversité. Voilà. L'uniformisation, éteint la créativité. Ce qui est intéressant, c'est sur un même espace qu'il y ait des cultures différentes. Quand vous prenez une discipline A et une discipline B, vous les faites se rencontrer, vous êtes forcément créatif parce qu'il y a des valeurs ajoutées du fait de la rencontre entre A et B. D'ailleurs, cette idée qu'on nous présente comme une découverte du XXe siècle, c'est l'idée de Victor Hugo, les États-Unis d'Europe. Hein. Si vous avez sur le site UPR, vous avez le texte complet de Victor Hugo. D'ailleurs, vous y trouverez un Victor Hugo qui cautionne un peu les colonies. Voilà. Et face à ça, le sage indien et yogi Aurobindo a répondu c'est pas parce qu'on partage un même espace qu'on doit être uniformisé. C'est-à-dire, si chaque pays garde sa souveraineté et qu'on interagit en bonne entente, là, on retrouve le terreau fécond qui a fait de l'Europe une terre où, effectivement, il y avait ça. Et donc, de même, l'uniformisation en physique, si vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources arrivent à la même température. Il y a une équité thermique. La source chaude a donné généreusement sa température. Vous savez comment on appelle ça en physico-chimie ? La mort thermique du système. Donc quand on a un système qui devient uniforme, il n'y a plus d'échange. Donc le système est mort. Et si on prend voilà, à la lettre le marxisme, s'il n'y a plus de lutte des classes, mais il n'y a plus de moteur de l'histoire. Donc l'histoire est gelée, s'arrête. Et donc on vit une crise morale. C'est ça qui est en train de se passer. On vit une crise morale, et donc c'est à nous de redresser le tableau, parce que dans les sciences du vivant,
il y a toujours des rétroactions, c'est-à-dire la cause donne l'effet, mais l'effet peut rétroagir sur la cause. Si on se laisse aller au chaos, on est à l'unisson du sommet de la pyramide. Mais si effectivement on reprend notre destin en main et qu'on se reconstruit intérieurement, s'il y aura forcément une rétroaction sur le sommet. Sinon, effectivement, on voit bien, c'est la porte ouverte. Pourquoi, à un moment donné, les dictatures sombrent dans la magouille, la corruption? C'est parce que c'est pourri à la tête, donc forcément, ça finit par rebondir sur la base. Bien, merci de tout ça, parce qu'effectivement, je crois que tu nous amènes à l'endroit où ça se joue. Il y a un motif extrêmement troublant dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'hommes forts dans nos sociétés. Et dans toutes les circonstances passées équivalentes, des résolutions ont pu être trouvées parce qu'il y avait des personnages exceptionnels, comme De Gaulle en 40, qui à un moment donné ont vraiment incarné le sens, le projet, réveillé aussi la mémoire du génie d'un lieu ou d'un pays. Et beaucoup de gens s'en désolent, et évidemment que je le comprends. Toutefois, je me demande si le problème n'est pas la solution. Vous connaissez ce principe de la systémique où souvent la solution est le problème. On cherche une solution et en fait, comme elle n'est pas bonne, elle devient le problème. Et là, je me demande si c'est pas le problème qui est la solution. Ce que j'ai observé, c'est que plus la conscience est partagée, moins la hiérarchie et le pouvoir deviennent nécessaires. Parce que les gens savent ce qu'il faut faire, ils sont bons dans leur domaine, ils ont compris le projet, et dans des cas comme ça, même quand vous êtes directeur ou chef de projet, vous n'avez à peu près aucune gouvernance à donner, juste à veiller à ce que le système soit en santé et produise ce qu'il a à produire. J'ai un petit exemple délicieux que je ne veux pas m'empêcher de partager avec vous très brièvement. J'ai fait pas mal de supervision d'équipes dans le domaine de la santé, et notamment avec des équipes infirmières. Et une d'entre elles, vous savez, il y a des cadres responsables d'unités qui sont supérieurs hiérarchiques, des infirmiers qui travaillent, et une d'entre elles n'a pas eu de responsable pendant une année. Et donc, ils ont dû se débrouiller pour tout, pour les plannings. Ah, j'aimerais bien prendre telle nuit, si tu me remplaces, à ce moment-là, je te donnerai un week-end au mois de juin, je sais que tu as envie de partir là. Et en fait, le fonctionnement a été extraordinairement harmonieux. Et quand un responsable infirmier a été nommé une année plus tard, vous devinez la chute, voilà, ça devenait la merde parce qu'il sentait qu'il devait être le responsable avec une autorité. Et moi, je trouve vraiment qu'on est actuellement totalement encombré de procédures, de règles, de plans et de trucs qui échouent la plupart du temps parce qu'ils sont trop grossiers pour tenir compte du réel, mais surtout ils entravent cette créativité. Lévi-Strauss avait vraiment cette expression récurrente par rapport à l'humanité, c'est toujours du bricolage. Mais quand on bricole avec une certaine habileté et de la conscience, les bricolages peuvent donner des résultats prodigieux. Et donc, vu qu'il s'agit enfin par l'intelligence collective de pouvoir trouver mieux que ce qu'il y a eu dans le passé, et en particulier d'arrêter cette prise de pouvoir répétée de profils pervers et psychopathes, c'est quand même le drame que vit l'humanité à répétition. Et à chaque fois qu'ils nous ont conduits à la guerre et à la destruction, on glapit plus jamais ça. Mais si c'est pour n'avoir pas compris où ça se joue et pas grandi dans notre conscience et dans notre capacité coopérative, ça se reproduira à l'infini. Donc c'est vraiment l'émergence de cette conscience qui est également nommée dans beaucoup de traditions spirituelles, hein, on retrouve ça partout, qui est à l'ordre du jour. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le défi qui est le nôtre et l'invitation de changer de paradigme, de changer de registre. Et puis puisque j'ai encore la parole 2 minutes, je voulais rendre hommage à François de Siebenthal qui vient de nous quitter et qui a attiré l'attention sur ce qui pourrait bien être une clé de l'affaire. Parce qu'une fois qu'on a compris que les réseaux pédocriminels, probablement satanistes, sont la clé de voûte qui tient l'entier du système, à ce moment-là, je ne vois pas qui dans nos sociétés, à part les pervers et les psychopathes, peut défendre ça. Et donc je vois d'un très très bon œil des initiatives comme les Survivantes, les remises en question de l'enquête sur Dutroux, sur Outreau, parce que là il y a un énorme lézard, c'est pire qu'un lézard, c'est un démon, et que je pense que si on arrive à faire apparaître ça en pleine lumière, ça peut précipiter ce changement auquel on aspire, et s'il apparaît que tous ceux auxquels la population donne encore confiance
sont de près ou de loin impliqués là-dedans, ça peut créer la rupture radicale. Donc j'ai vraiment l'intuition anthropologiquement que c'est à cet endroit-là que ça se jouera. Et puis une pensée pour Olivier Soulier qui nous a quittés il y a 1 an et 1 jour. Voilà, et toutes les personnes qui ont été de la lutte nous attendent de l'autre côté, à nous de faire le taf. Alors, je crois que ce qu'on est en train de découvrir, c'est le côté arcadique de nos sociétés. Et donc, je rejoins Jean-Dominique, la pédocriminalité, c'est à la fois leur force, parce qu'effectivement, ça nourrit leurs dieux et leurs faiblesses. Et ils le savent très très bien, c'est pour ça qu'il y a eu un blocage à ce niveau-là. Et quand on regarde la Révolution française, il y a eu des scandales, hein, Marie-Antoinette qui avait un amant, Fersen, Louis XVI qui était accusé d'être impuissant, Phimosis, etc. Donc, elles ont chuté pour des raisons de mœurs. De même, la Rome antique, Caligula pensait, vis-à-vis de la pédocriminalité, il n'y a aucune excuse. Et donc, l'ingénierie sociale, elle essaye de banaliser. C'est pour ça que ces programmes banalisent ces histoires de façon... Vous savez, c'est la Frenette d'Oberton. Hein. L'anthropologie, comment dirais-je, a mis ça, l'anthropophagie. Si on a un débat, ça va vous faire réagir. Donc, il faut amollir. Donc, vous allez penser à partir de impensable à raisonnable. Donc, on va changer le mot. On va appeler ça anthropophilie, puis on va mettre dessus des préhistoriens qui vont dire dans certaines circonstances c'est tout à fait possible. Puis après on va passer du raisonnable à l'acceptable. Alors on va faire des séries, alors maintenant on dirait sur Netflix, il va y avoir des essais, etc., etc. Puis après on va passer de l'acceptable au populaire. Donc on va faire des séries du populaire à l'économique, on va même faire un recyclage. Et comme ça, sans s'en rendre compte, on a ramolli l'opinion du public qui, au départ, et à juste raison, est contre l'anthropophagie pour accepter l'anthropophilie. Et on l'a banalisé. Et donc je pense que c'est une des options qu'ils prennent. C'est pour ça qu'il y a ces programmes scolaires basés sur Kingsley. On sait très bien ce qu'il y avait derrière. Et donc c'est vraiment, on sent qu'il y a une omerta, c'est le bouchon qu'il faut faire péter. Parce que, effectivement, si les gens comprennent que le soubassement de nos élites, c'est des rituels de passage pédocriminels, je pense qu'il y aura une réaction saine. Parce que je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas un perverse narcissique. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut aussi comprendre le moteur d'une civilisation. Notre civilisation, si on cherche le paramètre d'ordre, c'est contrôle, traçabilité. C'est ça. De même, l'Empire romain a voulu étendre ses distances. La Grèce a voulu maîtriser la pensée. Nos sociétés, avec les technologies, veulent nous tracer. Voilà. Et puis, je pense qu'on arrive aussi à un post-matérialisme. Je pense qu'il faut vraiment axer sur ce que la science cache. Bien sûr, il y a une réalité matérielle, mais il y a aussi une réalité immatérielle. Pour prendre un exemple, l'atome, qui est l'élément fondamental de la matière, est vide à 99, et derrière la virgule, il y a 6 ou 7, 9. Donc il est vide à 99,99 999 999% ou 9 999 999%. Ça veut dire que la totalité de l'atome est vide. Comme je dis souvent, ma grand-mère, quand elle me disait « t'as vraiment rien dans la tête », elle ne savait pas qu'elle énonçait une loi scientifique. Voilà. Et donc, le post-matérialiste, ça ouvre un champ. Vous voyez, des fois, un mot, si vous parlez d'infini, ça ouvre un champ. Si vous parlez matière, ça le ferme. Donc, on est vraiment... Et puis, ça ouvre... Pourquoi ça a été bloqué? Parce que ça ouvre à d'autres perspectives. Donc, il ne faut pas croire, tout est contrôlé. Pourquoi, à un moment donné... certains théoriciens ne peuvent pas parler de leurs travaux parce que ça mettrait en péril le formatage et la vision qu'on nous a donnée. On est enfermé dans la matière. Donc si vous commencez à déconstruire le temps, vous arrivez à la conclusion qu'il peut y avoir un monde invisible. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde invisible? Il y a de l'information, peut-être des entités. Est-ce que des gens n'essayeraient pas d'avoir l'appui de ce monde invisible? Vous savez, il faut rester modeste. On dit qu'on utilise au mieux 10% de notre cerveau et 95% de l'univers est invisible.
Donc quand on nous parle d'une science triomphante, ça fait un peu sourire. Voilà. Voilà, je vous remercie.